Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne les femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Lydie Bonindrian-Montels. Lydie est cofondatrice de l'Institut français de Vastu, sciences sacrées indiennes de l'architecture dont nous avons parlé dans l'épisode 55. Elle est également artiste visuelle. Dans cet épisode, nous allons parler de géométrie sacrée et plus particulièrement de mandala. Avant de commencer cet épisode, nous vous rappelons que nous organisons le premier sommet francophone de l'Ayurveda qui aura lieu du 17 au 20 juin 2021. C'est un événement 100% en ligne dans lequel vous retrouverez 16 conférences autour des grandes thématiques de l'Ayurveda. Vous pourrez accéder à ces conférences gratuitement pendant les 4 jours du sommet et puis vous aurez également accès à un pack payant avec des bonus et des replays. Vous pourrez retrouver toutes les infos sur le site www.sommet-ayurveda.com. Et maintenant, place à l'épisode avec Lydie. Bonne écoute! Bonjour Lydie, bienvenue dans le podcast. Bonjour Nat et Lorraine, merci. On est très contente de te recevoir Lydie, tu es la cofondatrice de l'Institut français de Vastu, la science sacrée indienne de l'architecture. On en avait parlé, nous avions reçu Laurent dans l'épisode 55. Et tu es également, comme le disait Lorraine en introduction, artiste visuelle. Tu as suivi l'école supérieure d'art de Bordeaux en 2008 pendant 4 ans et puis ensuite tu as ouvert une galerie atelier et c'est justement à cette période-là que tu as rencontré Laurent Montels qui est devenu ton époux et ton maître Vastu. Ensuite, tu as approfondi la méditation, tu as développé tes capacités médiumniques et tout ça, ça t'a conduit à la création des mandalas Vastu dont tu vas nous parler, qui sont des outils puissants de guérison pour les lieux de vie et aussi pour les êtres vivants. Est-ce que tout ce que j'ai dit est correct? Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à ça? Oui, c'est tout à fait correct. Après, c'est toujours difficile de définir un parcours parce qu'en fait, dans un parcours, il y a le fait de rationaliser les choses et puis il y a le parcours intuitif. Et c'est vrai que, en fait, tout ce parcours des beaux-arts, de cette recherche artistique, ça m'a mené à la recherche spirituelle. Et en fait, j'ai allié en fait le spirituel à l'art. Mais c'était vraiment l'art, c'était un début de chemin. Et ce chemin m'a amené aussi à cet enseignement auprès de Laurent. Ok. Dans cet épisode, on va donc parler de géométrie sacrée. Et on va aussi parler de mandala, qui sont une des formes de géométrie sacrée. Est-ce que pour commencer, tu peux nous donner une définition du mandala, peut-être même une définition du mot mandala? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, le mandala, en fait, c'est au niveau du nom, c'est un nom sanskrit qui signifie cercle. Et ce mandala, en fait, c'est une forme sacrée qu'on retrouve dans toutes les cultures ancestrales et puis encore aujourd'hui. Et en fait, cette forme, elle parle à tout le monde. C'est une forme qui est comme un miroir, en fait, de notre être et une porte vers la spiritualité, vers notre quête initiatique et la connaissance de soi. Donc, le mandala, c'est quelque chose qui m'a vraiment guidée et qui m'a énormément parlé au niveau artistique parce que j'ai fait de nombreuses recherches, mais je sentais j'avais cette quête d'absolu et d'harmonie. Et en fait, c'est cette quête d'absolu et d'harmonie que j'ai retrouvée au niveau des mandalas. Ça a été vraiment quelque chose de très puissant et qui m'a parlé et que j'ai eu envie aussi de m'approprier. Et non seulement de m'approprier, mais pas forcément au niveau psychologique, mais de l'approprier par rapport à tous les messages et toutes les choses que je pouvais recevoir. Et donc, en fait, le mandala,
c'est un moyen de communication, un moyen de canalisation. On peut utiliser les mots, on peut utiliser les paroles, mais on peut aussi utiliser la forme. Et pour moi, la forme, c'est vraiment quelque chose qui est le plus proche de la source et de l'universalité. C'est-à-dire qu'un mandala, par le symbole, ça nous parle directement. Il n'y a pas le filtre des mots. Et c'est ça vraiment ce travail-là qui me porte et que j'ai envie de continuer à transmettre. Est-ce qu'il a une origine? D'où vient le mandala? Est-ce qu'on le retrouve dans des textes en particulier? Est-ce que ça vient d'Inde? Est-ce qu'il a une histoire en fait qu'on arrive à dater? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, au niveau historique, c'est vraiment ancestral, c'est vraiment quelque chose de très, très ancien. Et je dirais que c'est originel, c'est-à-dire que la forme du mandala, ça va au-delà des livres, c'est vraiment c'est la forme de la genèse de la vie. C'est-à-dire que, et ça, on le retrouve en géométrie sacrée. On s'aperçoit, notamment dans les Védas, quand il y a le Brahma qui expire son souffle de vie et qui donne la vie et l'incarnation sur Terre, eh bien, en fait, cette inspiration et cette expiration, elle est représentée par le mandala, avec le centre du mandala qui représente la source, le Brahma, et la circonférence du mandala qui représente en fait cette incarnation et cette mise en conscience en fait de cette comment dire, c'est cette en allant sur cette circonférence, eh bien la source commence à comprendre la dualité et l'incarnation. Donc c'est un symbole très fort. Oui, c'est un symbole puissant. Tu viens juste à l'instant de parler de géométrie sacrée. Est-ce que tu peux justement dire qu'est-ce que c'est la géométrie sacrée et comment le mandala s'inscrit dans la géométrie sacrée? Alors, après, c'est tout un processus, hein. Je pense que c'est difficile en quelques minutes de l'expliquer, mais en tout cas, le mandala, la géométrie sacrée, c'est l'explication, en quelque sorte, de l'incarnation et de la dualité sur Terre. C'est-à-dire que c'est une symbolique sur le chemin qu'a pris la source, l'univers, pour pouvoir créer la vie. Et donc, à travers ces formes et ces symboles qui sont représentés, notamment la fleur de vie, on comprend en fait cette mise en conscience. Parce que la source, en fait, elle est amour, elle est complètement amour. Et pour pouvoir savoir qui elle est, puisqu'à un moment, elle a besoin de savoir qui elle est, eh bien, elle a besoin, en fait, de se confronter à la matière, au non-amour, à une forme d'obscurité, en fait, à cette dualité, pour savoir qu'elle est amour. Et nous, en fait, on est ces gouttes de la source qui viennent justement expérimenter cette dualité. Et notre source, notre cœur même, c'est la forme qui est représentée dans la géométrie sacrée, notamment le mandala. Mais il y a d'autres formes. Et la fleur de vie fait partie aussi de cette forme de cercle. Alors j'espère que je suis claire dans toutes ces choses parce que c'est extrêmement dense et c'est vrai qu'on l'explique souvent sur une journée ou sur un stage. Donc là, j'essaie de donner ces informations. J'espère que, en tout cas, parce que c'est très autant la géométrie peut permettre de comprendre. Quand on a des formes, on peut vraiment comprendre. C'est vrai que par les mots, c'est toujours à mon sens, plus difficile. Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que dans géométrie sacrée, hein, il y a géométrie et il y a sacré. Donc, Exactement. la géométrie peut vraiment beaucoup parler à des personnes qui sont très cartésiennes, mathématiques, qui ont aimé le compas et l'équerre à l'école. mais ça parle pas à tout le monde. Et puis le sacré, eh ben c'est très subtil, c'est très personnel, c'est très voilà quand lorsqu'on est en train de parler du divin, bah il y a des notions qui sont très difficiles qui sont pas palpables en fait du tout, hein. Donc c'est vrai que
ce qui est, je trouve, difficile dans la géométrie sacrée, c'est de mettre en lien deux choses qui sont a priori complètement opposées, mais finalement, dans ce que j'ai compris de ce que tu expliques, c'est que la géométrie sacrée, c'est finalement l'expression visuelle de quelque chose qui est très abstrait, hein, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment ça. C'est le pouvoir le comprendre au travers des symboles. Et je trouve que quand on s'intéresse à la géométrie sacrée, moi j'étais fâchée avec la géométrie, par exemple, ou la physique ou la chimie. J'étais vraiment fâchée avec ça à l'école. Et quand on commence à intégrer cette notion de sacré dans la géométrie, eh bien on se réconcilie en fait avec ces matières scientifiques. Et c'est ce que je disais à Laurent ce matin. Je disais, mais les enfants devraient apprendre la géométrie sacrée pour pouvoir incarner en fait ces mathématiques, parce que les mathématiques ont une spiritualité. Et donc c'est vraiment, il y a besoin en fait de comprendre ça pour pouvoir l'incarner et vivre cette science pleinement, qu'elle soit vivante en fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors bon, moi pour le coup, je faisais partie des élèves qui adoraient la géométrie, mais Bravo. je sais que donc voilà, quand je me suis retrouvée à dessiner des fleurs de vie, bah ça m'a vraiment, c'est quelque chose qui est facile pour moi. Mais au-delà de ça, c'est vrai que en me mettant à la place de quelqu'un qui n'aime pas la géographie, la géométrie, je trouve que le fait de dessiner une fleur de vie, par exemple, bah ça a quelque chose de très méditatif, ça a quelque chose de, c'est vraiment une représentation un petit peu magique. Et comme tu dis, ça permet aussi de se réconcilier pour ceux qui, pour le coup, n'aiment pas la géométrie, ont peur des formes géométriques ou des maths. Vraiment d'avoir une approche, ouais, c'est très très subtil, très magique. Mais quels sont les bienfaits aujourd'hui? Pourquoi on intégrerait la géométrie sacrée justement ou les mandalas dans notre vie? Pour quelles raisons? Alors, la raison, en fait, c'est surtout, la première raison, c'est déjà se rappeler de d'où on vient, puisque, en fait, cette forme, elle représente la source. Et ce chemin, en fait, qu'on a choisi, quand on est venu s'incarner sur Terre, on a choisi, en fait, de venir s'incarner sur Terre dans un élan d'amour et de connaissance. Et donc, quand on voit cette forme, ça nous rappelle en fait pourquoi on est là. Et donc, tout ce qui est souffrance, difficulté, toutes ces choses difficiles au niveau émotionnel, ça permet de prendre de la distance et à se dire, oui, en fait, je viens ici pour incarner ma divinité. Et tout ça, c'est inconscient. Ça se fait de manière inconsciente. On se dit pas quand on fait la fleur de vie, j'incarne ma divinité. Parce que c'est des choses que l'on peut faire aussi de manière comme ça, spontanée. Mais en tout cas, ce mouvement et ces mandalas, c'est vraiment une façon de se rappeler. Puis c'est aussi avec ce que je fais, c'est-à-dire que dans ces mandalas, donc la fleur de vie est une forme pure, les mandalas également. Mais ce que j'ai ajouté, et je me suis inspirée des cultures tibétaines, des cultures hindoues, qui mettent dans le centre du mandala une divinité. Et donc, j'ai maintenant 200 mandalas que j'ai créés, et à l'intérieur, je mets une divinité. Ça peut être Bouddha, ça peut être Jésus-Christ, ça peut être Tara Verte, qui sont en fait en lien aussi avec notre propre divinité, avec notre propre énergie. Parce qu'on a tous des colorations différentes. Et en fait, en étant en lien avec un mandala dans lequel la divinité est représentée, eh bien, ça vient éveiller notre propre part de divinité en nous, qui correspond à la coloration en fait du dieu ou du symbole qui est représenté. Et donc, c'est aussi une façon de nous mener sur un chemin un chemin initiatique de connaissance de nous, de se rappeler d'où on vient, et d'éveil. C'est une forme d'éveil. En fait, c'est un outil de développement personnel qui permet de savoir, comme tu disais, de reconnaître notre source et puis de voir un petit peu le chemin parcouru ou le chemin à parcourir. Mais justement, du coup, est-ce qu'il faut nous le dessiner, le mandala, ou est-ce qu'il faut le regarder?
Est-ce qu'il faut se l'imaginer? Voilà, quelles sont les façons en fait de travailler avec un mandala? Alors, pour un mandala type fleur de vie, ce qui est intéressant, c'est de le dessiner. C'est vraiment de travailler, parce que quand on commence à travailler sur cette forme, eh bien, on l'incarne. C'est-à-dire qu'on le comprend plus, on la comprend plus avec le mental, on la comprend avec nos cellules. Vraiment, on rentre dans cette forme. Après, pour des mandalas un peu plus élaborés, je pense que ça nécessite quand même des capacités artistiques et des envies aussi au niveau artistique pour développer l'harmonie des couleurs, développer sa créativité. Après, je pense que certains mandalas ont des forces plus ou moins importantes en fonction justement de l'harmonie des couleurs qui ont beaucoup d'importance. La symétrie, il y a un respect de symétrie aussi à trouver. Et puis ce centre qui doit être en résonance avec l'intérieur du mandala. Donc c'est un art en fait. Hein, et certains vont aller, notamment les Tibétains, au niveau des mandalas, eh bien, ils font leur mandala à plusieurs, donc c'est vraiment un travail initiatique. Et après, ils décident de le détruire. Ils ne le gardent pas. Ils ne le gardent pas parce qu'ils disent bien que pour eux, le mandala, c'est pas un travail de démonstration, on va pas afficher le mandala, c'est vraiment ce processus intérieur qui est important. Et après, qu'est-ce qu'on fait du mandala? Eh bien, on n'en fait plus rien, puisqu'il est ramené en fait à sa source initiale. Donc c'est vraiment vu comme un processus plus qu'un objet, quoi. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a différents types de mandalas? Oui, il y a différents types de mandalas. Alors, à la base, en fait, les mandalas sont de tradition hindouiste. Donc, avec les yantras, on appelle ça des yantras, notamment le Sri Yantra qui est très très connu. Et en fait, les Tibétains ensuite se sont inspirés de ce yantra et ont créé c'est le Kala Chakra. Ils appellent ça le Kala Chakra. C'est pareil, c'est un mandala. Après, il y a les rosaces, plutôt au niveau de l'Occident. Donc, il y a plusieurs formes de mandalas, et puis les mandalas aujourd'hui qui sont de plus en plus plébiscités et qu'on appelle mandala, cercle. Donc, il y a vraiment des grandes familles de mandalas au niveau oriental, donc les yantras et les kalachakras au niveau tibétain. Ok, est-ce que tous ces types de mandalas, ou peut-être certains types de mandalas en particulier, on peut les utiliser pour trouver l'harmonie dans un lieu, et comment ça se passe? Alors, pour les mandalas tibétains, en fait, c'est vraiment ce processus qui est important, ce processus en fait des moines tibétains qui vont justement aller investiguer leur intérieur en allant créer ce mandala. Puisque le mandala, on parle aussi au niveau tantrique, c'est-à-dire que par le cercle, on montre que le corps est lié à l'esprit, que nos différents corps peuvent être liés. Et donc, ils travaillent sur ces différents corps au travers des mandalas, parce que les mandalas ont une structure. Et notamment, il y a 4 grandes structures en fait dans les mandalas, et on s'aperçoit, et par ma pratique, je me suis aperçue que même dans un mandala, vous avez le cercle, mais il y a tout l'extérieur aussi du cercle qui fait partie du mandala. C'est-à-dire, vous collez un mandala ou vous placez un mandala sur un mur, et bien le mur devient mandala aussi. C'est vraiment toute cette immensité. Donc, pour revenir à la question, en fait, le mandala tibétain n'a pas de vocation d'harmoniser
un lieu, un mur, c'est pas la vocation d'accrocher, puisque les Tibétains vont détruire en fait ce mandala. Après, au niveau des yantras, c'est des représentations de divinités souvent. Et donc, après, c'est les yantras ou les mandalas qu'on peut retrouver, ce sont des mandalas qu'on va retrouver dans les temples. Notamment dans les temples indiens, quand on rentre, on passe par les entrées des temples, eh bien vous avez un mandala soit au plafond ou soit au sol. Et en fait, l'idée, c'est que quand on rentre dans le temple, on s'harmonise et on se rappelle de là d'où on vient, de la source. Et donc aujourd'hui, ce que j'ai mis en place, et notamment dans le Vastu, c'est placer des mandalas dans des maisons qui ont cette vocation en fait d'harmoniser le lieu et d'harmoniser les habitants. Et l'idée, c'est vraiment de raconter, de réengrammer le lieu, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il raconte une nouvelle histoire. Avec un mandala, on va nettoyer entre guillemets des mémoires et raconter une nouvelle histoire en fait. Donc c'est plus toi en allant par exemple dans le lieu et en ressentant qu'il y a peut-être un déséquilibre, ou alors en discutant avec les gens, tu vas du coup leur proposer un mandala bien spécifique à placer dans un endroit également bien spécifique pour pouvoir réharmoniser. C'est comme ça que ça va se passer? Oui, oui, tout à fait. En fait, on utilise les mandalas quand on fait le vastu. On va poser des pierres, c'est-à-dire du marbre et également du métal comme du cuivre. Et là, on parle de structurel. On travaille sur le structurel. Et après, on va travailler sur l'émotionnel du lieu. On va entrer en relation avec l'histoire du lieu et l'histoire de l'habitant. Et effectivement, à la fin après avoir placé les marbres et le cuivre, on va voir les habitants du lieu et on leur demande, on leur propose certains mandalas, on leur demande aussi leur ressenti par rapport aussi à leur coloration intérieure, à ce qu'ils dégagent, leur énergie. On va trouver des mandalas qui vont correspondre plus à telle ou telle énergie. Ou de la famille aussi, ça peut être la chambre parentale, on va utiliser un mandala particulier, la chambre des enfants, on va en utiliser un autre. Et en fait, cette idée, c'est vraiment d'aller dans cette harmonie et de permettre aux habitants aussi de s'approprier le lieu. C'est-à-dire quand ils placent le mandala, c'est une forme d'appropriation. C'est oui, je te reconnais comme lieu et en même temps, voilà ce que j'ai envie que tu m'apportes aussi. Et donc c'est souvent quand on pose un mandala, c'est souvent un moment sacré et un moment d'émotion aussi. Ça peut être très très fort. C'est très beau et c'est vrai que on se rend compte là de la dimension en fait de la puissance du mandala quand tu nous expliques que ça nous permet déjà de nous relier à la source et puis aussi qu'on peut harmoniser un lieu ou une personne avec un mandala, donc c'est extrêmement puissant. Est-ce que on peut créer soi-même son mandala? Alors après, on peut bien sûr créer soi-même son mandala. À mon sens, de ce que j'ai vu en termes d'expérience, je pense qu'il faut avoir pratiqué quand même pas mal de travail au niveau méditatif, d'avoir fait un vrai travail sur soi intérieur, une vraie recherche, et être capable d'aller chercher plus grand que soi, c'est-à-dire de canaliser des choses. Puisque quand je fais un mandala, je suis pas la seule à en faire, il y a beaucoup de personnes qui en font, c'est vraiment cette aspiration, c'est comme aller chercher les fruits de l'autre côté, en fait, hein, dans cet univers et d'aller ramener la connaissance. C'est un travail artistique. Et il faut que ça vibre. En fait, c'est ça, c'est comme une musique, c'est comme une chanson. Tout le monde peut faire une musique, tout le monde, mais certains ont plus de capacité que d'autres, ou alors certains ont besoin de plus travailler que d'autres pour trouver l'harmonie. Et en fait, pour moi, faire un mandala, c'est comme écrire une chanson qui serait en lien avec notre intérieur et notre intimité.
Oui, tu arrives à canaliser les énergies et ce qu'il faut pour pouvoir le ressortir à travers un mandala. Au niveau de la forme que ça prend, par exemple, là, si je souhaite un mandala pour harmoniser mon bureau, lieu de mon travail, où je reçois mes clientes, etc., ça va prendre quelle forme en fait? Est-ce que ça va être grand? Est-ce que c'est petit? Est-ce que ça va me prendre tout le mur? Est-ce que ça reste discret? Alors, au niveau des mandalas, bien sûr, il y a plusieurs formes. En général, on pose des petits mandalas qui font 7 centimètres de diamètre. Et D'accord. notamment dans un bureau, on va plutôt partir sur, par exemple, souvent on met Lakshmi, la déesse Lakshmi, qui est la déesse de l'abondance et de la prospérité. L'idée, c'est que ce mandala va pas être dans l'idée d'enrichir la personne, parce que là, ça serait de la magie et ce serait pas très intéressant. C'est surtout en fait ouvrir son cœur pour avoir de l'abondance, mais l'abondance dans les échanges, que ce soit fluide, que qu'il y ait des échanges dans l'intégrité et en même temps dans la joie. D'accord, très bien. Et dans une chambre parentale, tu vas mettre quoi comme déesse ou comme dieu? Alors, dans une chambre parentale, on peut mettre par exemple le mandala de Radha Krishna ou le mandala d'Hanuman, qui est le protecteur du couple, Ganesh aussi, qui est un protecteur. Après, ça peut être un mandala relié aussi au féminin et au masculin sacré. C'est tout en rapport, en fait, des mandalas qui sont en rapport avec le couple et l'harmonie du couple, l'harmonie de la famille. Donc au final, c'est pas nous qu'allons faire une demande de mandala. Nous, on va te contacter par exemple, te dire bah voilà, j'aimerais un mandala dans telle pièce pour tel but, ou alors juste en échangeant avec toi et suite à cet échange, va ressortir un mandala que tu envoies qu'on peut imprimer ensuite et accrocher dans le lieu, c'est ça? Oui, en fait, souvent, on procède de la manière suivante. Donc, quand les personnes font pas forcément une harmonisation vaste, mais ont envie d'avoir un mandala chez eux, eh bien, il y a quand même un entretien ensemble, sauf si la personne a complètement flashé sur un mandala, elle dit c'est celui-là que je veux, donc donc là je ne dis rien. Oui, mais tu Après, peux lui faire comprendre peut-être pourquoi elle a flashé dessus. Ça oui, peut si être elle, une analyse à faire bien parce que sûr, c'est vrai que quelquefois. oui. Si elle me demande, on peut avoir un échange et justement peut-être trouver des clés en fait de ce choix, trouver et en fait sinon il y a cet échange qui est possible. Donc ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure où on va parler, même échanger comme ça. Il n'y a pas besoin de raconter sa vie et c'est vraiment sentir l'énergie de la personne. Et à ce moment-là, il y a des informations qui peuvent me venir et dire ah oui, à mon avis c'est plutôt celui-là qu'il te faudrait. Ou tiens tu pourrais en mettre deux et sentir en fait comme ça cette résonance, comment ça résonne. Et ce qui est intéressant, et après, je les envoie, en fait. Parce que par impression, c'est pas terrible. Il vaut mieux que ce soit vraiment fait avec des très bonnes imprimantes sur du papier glacé. Et, et ce qui est intéressant des fois, c'est de demander à la personne de le placer en mettant une intention particulière ou en priant en même temps, en disant voilà, je place ce mandala parce que pour moi c'est important, ça a tel enjeu. Oui, qu'il y ait toute une petite cérémonie autour de ça, comme tu disais tout à l'heure, qui peut être très émouvante. Tout à fait. Ça donne envie d'avoir son mandala. Carrément. Quand vous voulez, les filles. Est-ce que tu sais, il y a une grande mode des mandalas à colorier, des petits livres de mandalas, construire soi-même son mandala ou le colorier. Est-ce que ça a est-ce que ça peut avoir le même impact? Est-ce que ça a la même dimension? Alors, ça n'aura pas le même impact dans la mesure où on va pas placer le mandala dans un lieu. Maintenant, ça peut avoir un effet méditatif. C'est-à-dire on fait ce chemin, on retrouve ce chemin en fait de la source vers l'incarnation. Et ça peut être, je rentre en moi et je vais dans cette méditation. Parce que la méditation peut prendre différentes formes. Donc c'est effectivement des exercices qui sont toujours très agréables à faire. Ok, donc
On peut continuer à dessiner des mandalas, à colorier des mandalas. Ah oui. Et après, si on veut aller plus loin, on peut tout à fait te contacter pour avoir un mandala personnalisé et puis qui aura un impact sur notre personne et sur notre lieu. Ok, alors pour les personnes qui ont envie d'aller un petit peu plus loin et de découvrir la géométrie sacrée, est-ce que tu peux nous parler de la formation que tu proposes en géométrie sacrée? Oui, alors cette formation, en fait, c'est sur une journée, puisque l'idée, c'est de vraiment s'initier et de comprendre déjà le chemin et le mouvement pour pouvoir ensuite expérimenter seul et que la connaissance vienne aussi au fur et à mesure, puisque en fait, on va travailler avec les symboles pendant cette journée, on va comprendre le processus, donc le processus de la naissance de la fleur de vie, qui va donner naissance au cube de Métatron. Donc ça, j'ai suivi l'enseignement de Drunvalo Melchizedek qui explique tout ça, qui a fait des recherches là-dessus. Et du cube de Métatron, on arrive au solide de Platon. Donc, et des solides de Platon, on comprend en fait la structure cristalline. Donc tout ça, c'est très très dense, mais on le fait sur une journée en travaillant sur justement, on pratique, on crée des fleurs de vie, on va jusqu'au cube de Métatron, et donc sur une journée, on travaille sur plutôt du concret pour que ça puisse après, au fur et à mesure des jours, voire des mois ou des années, accéder à une compréhension cellulaire, vraiment une compréhension intérieure profonde. Donc ça, c'est l'idée de cette journée. Et après, pour aller un peu plus, on va dire, si ça parle davantage, eh bien, on peut aller sur un stage de 3 ou de 4 jours sur justement découvrir l'aspect tantrique aussi du mandala, la genèse du mandala, et on va aussi jusqu'à l'arbre de vie et comprendre le lien entre le mandala, l'arbre de vie, les solides de Platon. C'est toute la genèse de la vie en fait, qui est représentée au travers des symboles. Il n'y a pas besoin de prérequis ou d'être un artiste pour suivre les formations que tu proposes? Non, c'est vraiment très très simple et abordable à tout le monde. Même les enfants peuvent le faire. Top. Super. Eh bien, écoute, merci pour ces informations, Lydie, qui vont ouvrir plein de champs, je pense, à plein de personnes qui ont l'habitude de colorier leur petit mandala et qui peut-être ne se questionnaient pas sur l'origine ou en tout cas tout ce que ça pouvait leur apporter. Est-ce que tu as des choses que tu souhaites ajouter par rapport à la géométrie sacrée ou au mandala? Ce que je peux dire, c'est que c'est un champ, quand on commence à comprendre une once de compréhension ou de le sentir, enfin c'est surtout le sentir. Quand on commence à le sentir, ça devient quelque chose de vraiment de passionnant et on rentre vraiment dans un univers. Et on peut modéliser plein de choses en fait avec ça. C'est un jeu aussi. Moi, j'ai souvent l'impression en fait de retomber en enfance en fait quand je suis dans cette énergie et cet enthousiasme. Et c'est très 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 galvanisant et enthousiasmant tout ça. Ça donne très envie. Pour les auditeurs qui auront envie de suivre ta formation en géométrie sacrée, on mettra bien entendu tous les liens dans les notes de l'épisode. Et puis, il y a un lien spécifique pour les auditeurs du podcast, puisque tu vas pouvoir leur proposer une remise sur ta formation. Oui, oui, tout à fait. Donc, on mettra ton joli cadeau dans les notes de l'épisode. Pour terminer, Lydie, on a des petites questions rituelles sur le podcast. Oui. Est-ce que tu es prête? Oui. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton rituel préféré? Alors, en fait, moi, j'aime bien ritualiser mes journées. Donc, le rituel préféré, en fait, j'aime le matin me lever et être dans le silence. C'est-à-dire prendre mon petit déjeuner vraiment dans un silence total avec une grande tasse d'eau chaude avec du citron pour bien me réveiller et bien m'hydrater, pour reprendre bien savoir de revenir un petit peu sur terre finalement, et puis m'hydrater pour
pour être en lien aussi, puisque l'eau, c'est un vecteur de message. Donc, c'est vraiment un moment de calme où je reprends aussi mes esprits et où je commence à réfléchir à ma journée et où des idées émergent. Puisque, en fait, dans le silence et le calme, c'est là où les choses émergent, en fait. On sait que le matin, il faut pas venir te déranger, du coup. Non. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets pour les mois, années à venir? Alors, mes projets, en fait, ça fait peu de temps que je commence à enseigner au niveau de la géométrie sacrée et des mandalas. Donc, c'est quelque chose vraiment que j'initie là et que j'ai envie de faire grandir et de développer, puisque au travers des mandalas, il y a des tas d'histoires, puisque dans le centre des mandalas, il y a des divinités, des symboles, et de tous ces symboles et ces divinités, il y a des tas d'histoires à raconter qui sont la genèse de notre humanité. Et donc, c'est vraiment des choses là que j'ai à cœur à transmettre, puisque au début, quand je faisais les mandalas, on me disait mais qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi et comment je devrais le placer. Et je leur disais, mais en fait, faites à l'intuition. Vous faites comme vous sentez. Et au final, certains y arrivaient très bien, puis d'autres moins, parce qu'ils avaient besoin de repères. Et je me suis dit, mais en fait, il y a énormément besoin de repères. C'est autant, c'est universel, mais en même temps, il y a besoin de clés de compréhension. Et donc ça, ces clés de compréhension, je les ai pas eues de suite. Je les acquiers au fil des ans et j'ai vraiment à cœur de les transmettre. C'est quelque chose là qui me porte et j'espère vraiment au fil de ces années que ça va s'amplifier et que je vais pouvoir raconter plein d'histoires. On a hâte de pouvoir t'entendre. Merci. Notre dernière question, c'est l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? En fait, j'ai envie de remercier toutes les personnes que je croise sur mon chemin parce qu'elles sont vraiment, elles m'enseignent énormément. Et là, je me rends compte de plus en plus. Donc vraiment, merci à tous ces messages et à toutes ces rencontres que je fais qui me permettent vraiment de me connaître à chaque fois davantage. Et ça, c'est vraiment extraordinaire quand on voit l'autre comme un miroir. Même des fois, c'est pas très agréable, hein, j'avoue, hein, mais c'est vraiment passionnant. Et la vie est comme quand je me mets dans cette direction, je m'aperçois que je suis complètement guidée. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, j'ai envie de remercier la vie, j'ai envie de remercier tous les individus qui sont autour de moi, et puis également Laurent qui m'a apprise le Vastou et qui m'a aussi conduite à orienter cette inspiration vers les mandalas. C'est pas lui spécialement qui m'a dit fais des mandalas, mais il m'a amené vers ce chemin. Donc j'ai une profonde gratitude aussi pour son enseignement et lui. Merci beaucoup, Lydie. Merci à vous. Où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver, comme sur ton site internet ou sur les réseaux? Alors, il y a 2 sites sur lesquels ils peuvent me retrouver. C'est l'Institut français de Vastou.com ou Mandala pour guérir, qui est plutôt le site dédié au mandala. Et après, sur Facebook, où je publie régulièrement des choses, eh bien, c'est Art Mandalite, le pseudo. Très bien. On mettra tout ça dans les notes d'épisode. Merci. Je découvre d'ailleurs sur le site mandalapourguérir.com qu'il existe un oracle des mandalas sacrés. Je ne l'avais pas vu avant. Il a l'air magnifique. Comment ça s'utilise un oracle de mandalas sacrés? Alors, l'oracle, c'est très simple. Soit on se pose une question ou soit on n'en a pas. Mais en fait, l'idée, c'est de tirer une carte, comme tous les oracles. Et en fait, ça vient, il y a un message, il y a le mandala qui est tiré et un message en dessous. Et le message, en fait, est souvent une phrase qu'on a besoin d'entendre et en lien avec le mandala, la divinité qui est à l'intérieur. Donc, on peut la garder, la carte, peut-être tout au long de sa journée par rapport à sa question, la regarder de temps en temps et méditer dessus.
Exactement. Et on peut aussi juste, sans lire la phrase, être en lien avec le mandala. Dire, tiens, quel est mon mandala du jour? Eh bien, je vais tirer le mandala dont j'ai besoin et je vais le poser à côté de moi, sur mon bureau, ou quand je dors, je peux le poser aussi à côté. Super. Bon, bah, c'est top. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci. Merci énormément Lydie, et puis merci beaucoup pour tout ce que tu as pu transmettre dans cet épisode-là, et puis bien au-delà, tout ce que tu transmets sur les différents médiums que tu utilises. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous deux, Nat et Lorraine, c'était un plaisir. À tout bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast, et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!